Aceri en fait vise à faire converger dans des pratiques maîtrisées en Camargue ce que le CIRAD a mis au point en matière de système rizicole et d'agriculture de conservation sous les tropiques, avec toutes les connaissances, les savoir-faire et les références qui existent en matière d'agriculture de conservation en France métropolitaine et en Camargue notamment, mais dans des systèmes non rizicoles. C'est faire converger l'AC tropicale rizicole avec l'AC métropolitaine non rizicole, pour la faire courte. Le blé, on a eu des abados tout l'automne. On a pu le semer qu'au mois de février-mars, blé dur, sur pourtant des terres qu'on appelle nous ici terres hautes, puisqu'on est plus à 1 mètre de hauteur. Et après avoir semé le blé, on a une grosse sécheresse quasiment tout l'été, très peu d'eau, on a pris 300 mm sur toute la durée du cycle. Après on a voulu mettre en place des couverts à l'automne, un couvert végétal, un mélange févrole, triticale, colza. Donc on avait fait un flash d'eau au préalable pour faire lever ça au mois d'août. On a semé à l'intérieur et au mois de septembre, quasiment 15 jours après le semis, on a pris 110 mm d'eau. Donc on est passé d'un état de sécheresse extrême à un état d'excès d'eau. Et le couvert en fait a moitié marché, sauf sur une terre qui est un peu plus haute que les autres, où ça a mieux marché et les autres, grosso modo, ça a claqué. Tout le travail du sol était fait, c'est un travail de sol superficiel. On a des taux de matière organique qui sont entre 2 et 2,5 et qui sont plutôt des taux de matière stables. Mais on a un travail superficiel parce que c'est plutôt pour faciliter le passage du matériel. Donc nous on travaille à pneumatique dans les rizières. Ça facilite aussi la portance du tracteur à l'intérieur pour les traitements pour l'engrais. Tandis que si on décompacte ou si on laboure trop profond, les tracteurs ils passent plus, on ne peut plus faire l'entretien des cultures à l'intérieur. Alors l'AC dans tout ça est perçu comme un moyen, c'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen, à notre avis, de construire des systèmes de culture et de production durables en mesure de répondre aux défis assez complexes auxquels est confrontée l'agriculture camarguaise. Et ce qui est clair, c'est que les systèmes conventionnels et même bio, à mon avis, tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, ne seront plus praticables dans le futur. Il y a plusieurs raisons à cela. Bien sûr, le changement climatique a de multiples répercussions sur les conditions de pratique de l'agriculture en Camargue. La Méditerranée est un hotspot du changement climatique sur la planète. Les températures remontent plus, etc. Et donc la Camargue, en tant qu'écosystème deltaïque, est frappée, est assez durement frappée par le changement climatique, qui joue sur plusieurs niveaux. D'abord le climat lui-même, avec des périodes de sécheresse qui deviennent de plus en plus marquées, des événements pluviométriques qui peuvent être extrêmement violents. Le changement climatique impacte aussi le cours du Rhône. Et ce qu'on observe et ce que nous disent les modèles, c'est que les étiages d'été vont être de plus en plus marqués. Les écoulements d'eau en été vont être de plus en plus faibles et parfois même au printemps, comme on l'a vu ces 2 dernières années. Donc ça pose problème parce que l'eau d'irrigation est pompée au fond du Rhône et qu'en été on se retrouve sur les zones de pompage les plus basses dans le cours du Rhône à pomper des eaux impropres à l'irrigation des cultures et on doit arrêter l'irrigation, ce qui pose bien sûr des problèmes. Et puis il y a un autre problème qui se pose lié au changement climatique, qui est bien sûr, en lien avec celui-là, la remontée progressive du niveau de la mer. Alors ça peut paraître très quasi insensible, mais c'est quand même 4 mm par an aujourd'hui. Et puis il y a des problématiques qui sont aussi liées à une pression réglementaire qui est très forte. Qui réduit le champ des possibles en matière d'usage de produits phytosanitaires.
disponibles, hein, et notamment des herbicides. Hein. Donc là, c'est clair que la pression réglementaire fait que ces monocultures de riz là, qui sont parfois continues depuis plus de 40, voire parfois 50 ans, ne vont plus pouvoir se reproduire très certainement, quoi. Et donc ça pose la question de comment on cultive dans ces milieux-là. Et que dès qu'on a un accident, une grosse pluie, etc., ces parcelles-là sont incapables d'évacuer, il n'y a pas de drainage. Il n'y a pas de drainage général parce qu'on est très bas dans la toposéquence et donc l'eau ne peut pas s'écouler ailleurs puisqu'on est dans les zones les plus basses de Camargue. Et puis il n'y a pas de drainage interne parce que ces sols sont tellement compactés que l'eau ne s'infiltre absolument pas, quoi. Donc on est dans cette espèce d'impasse, quoi. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on sort de ça, quoi. En fait, on réfléchit à s'adapter à deux schémas finalement. D'une part, c'est la fin de la monoculture riz. Donc les impasses techniques nous obligent en fait à reconsidérer nos itinéraires techniques, à intégrer beaucoup plus de cultures sèches et donc du coup à repenser finalement la vie du sol et la fertilité du sol. Voilà. L'agriculture de conservation, ou en France on appelle ça aussi agriculture de conservation des sols. Moi personnellement j'aime pas trop ces appellations, hein, je les trouve pas suffisamment explicites, hein, alors que l'AC a une définition technique très claire, hein, que l'on peut résumer en SCV, hein, c'est-à-dire système de semi-direct sur couverture végétale permanent. SCV, c'est le terme que l'on utilisait quand notre équipe, avec Lucien Segui à sa tête, a commencé à travailler sur le sujet au milieu des années 80. Donc ça, c'est la conjonction de trois principes techniques, hein, et en fait, voilà, qu'on met qui permettent une mise en opération de l'agriculture de conservation. Hein. C'est la fin de toute forme de travail du sol, hein, systématisé. Hein. Alors on peut avoir des recours en cas d'accident pour résoudre des problèmes, hein, ça arrive toujours, mais il n'y a plus de recours au travail du sol de façon systématique, hein, à quelque fréquence que ce soit. C'est la recherche d'une diversification la plus grande, d'une diversification cultivée la plus grande possible, hein, à l'échelle de la parcelle, hein, via l'organisation des rotations, intercaler des couverts végétaux, hein, eux-mêmes composés dans toute la mesure du possible d'une diversité d'espèces importante. C'est travailler aussi sur des associations de cultures, hein, une culture pouvant prendre le relais de l'autre ou des plantes compagnes, et c'est aussi travailler sur des mixtes de variétés, quoi. Donc une biodiversité cultivée la plus importante possible. Et puis c'est maintenir, troisième principe, une couverture permanente des sols, hein, soit par une mise en culture qui doit tendre dans toute la mesure du possible vers 365 jours de plantes cultivées sur 365 jours, hein, et puis une gestion sans travail du sol, donc où on restitue le maximum de biomasse, hein, résidus de culture ou biomasse des couverts végétaux laissés à la surface des sols. Donc des sols jamais perturbés et couverts en permanence, quoi. C'est un très bon exemple. Toutes les ruches que j'ai ici, je suis très content. Voilà. Elle marche du feu de Dieu. C'est le meilleur truc, quoi. J'ai pas d'engrais. Non, parce que bon, il faut attention. Il faut attention. Ici, une parcelle qui a été semée dans un couvert qui avait été dominé par des raigrats. Hein, on est sur une parcelle de sorgho où les sorghos ont beaucoup patiné au démarrage. Et puis de l'autre côté, même date de semis, même variété, même fumure, etc. On a un couvert qui a été un sorgho qui a été semé sur un couvert à forte dominante de légumineuses, qui était un très beau couvert, assez exubérant, qui avait été contrôlé un peu de temps, quelques semaines avant le semis pour conserver de l'humidité, même si après finalement on a retouché de l'eau un peu, et où on voit complètement le comportement des cultures complètement différencié, alors qu'on est sur des historiques parcellaires
analogue avec plus de 15 ans de semi-direct derrière. En tout, on doit être à 80 ou 85 maximum d'unités d'ammonitrate. Voilà. D'accord. C'est tout ce qu'on apporte. Nous. On n'apporte plus de PK depuis 25 ans maintenant. Ça c'est 20 ans de semi-direct là 15. On a 4% de matière organique. Vous faites des pâtes mais c'est du couscous qu'il faut faire. C'est du couscous, ouais. Là c'est 35 ans de travail du sol. 35 ans de non-travail du sol. Ok. Arrête d'un bébé. Et on a l'été dernier profité en fait de l'été pour réaplanir la parcelle, préparer le sol, et on a semé au mois de septembre un couvert végétal qui a poussé du coup tout l'automne et tout l'hiver et qui a colonisé l'ensemble de la parcelle. Donc ce couvert était à base de févrole, de graminées et de vesses. Et l'idée, c'était justement de faire en sorte que le couvert prépare le sol au futur semis de riz. Donc on a semé dans le couvert en semis direct le riz au mois de mai. Et donc là, c'est le résultat du semis direct. Donc du coup, des riz qui se sont développés en semis à sec, avec simplement 2 flashs d'eau. Et qui se sont développés dans le couvert. Voilà. Et maintenant on voit que le riz finalement profite de la dégradation du couvert et des reliquats azotés laissés par les plantes légumineuses à l'intérieur. Donc pour préparer le prochain riz, on va semer juste avant la récolte un couvert à base de trèfle et de colza. Le but c'est que ce couvert vienne occuper le sol tout l'hiver, vienne structurer le sol pour préparer le riz de l'année d'après. Donc l'AC en fait permet de gérer à l'échelle de la parcelle cultivée par le biologique ces 2 fonctions, de les activer, ces 2 fonctions de gestion de la fertilité et de protection agroécologique intégrée des cultures. Pour ça, elle manipule, on a 2 leviers et l'agriculture de conservation permet de manipuler ces 2 leviers. C'est d'une part la biomasse, c'est-à-dire des stocks d'énergie solaire qui s'accumulent et ensuite se restituent et se distribuent aux vivants au cours de leur décomposition progressive à la surface du sol. Et puis l'autre levier, donc cette énergie solaire, en se décomposant, nourrit le vivant, et donc l'autre levier, c'est justement ce vivant, c'est la biodiversité, c'est-à-dire une information vivante du vivant de plus en plus diversifiée et qui organise petit à petit un écosystème. Un écosystème que l'homme cultive. C'est plus l'homme qui organise l'écosystème, c'est l'homme qui mobilise des processus d'organisation, d'auto-organisation de ces parcelles cultivées. Alors le colza ici, il a un réel intérêt, c'est un réel levier dans la rotation qu'on a décidé de créer avec l'agriculteur, puisqu'il permet de rentrer dans un cycle de culture sèche après le riz, et en limitant les risques liés au travail du sol et aux épisodes cévenols d'automne qu'on pourrait avoir sur un semis de blé classique. Le couvert vivant principal, c'est en Camargue, c'est comme dans d'autres régions en France, c'est la luzerne. Que l'on peut associer aux cultures de blé dur, ce qui permet de conduire un cycle, voire 2 cycles, voire jusqu'à 3 cycles si la luzerne est en état de blé dur en succession. Ce qui permet de maintenir, sans que ce soit une monoculture, les cultures les plus rémunératrices. Le fait de semer des luzernes et de semer le blé dans la luzerne, ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu.
parce que du coup il n'y a aucun travail du sol et on voit que le blé dans la luzerne il est magnifique. Hein. Mais c'est vrai que pour un blé, c'est super efficace, quoi. Le couvert pousse, après la moisson, la luzerne pousse, elle prend la place tout l'été et après on redémarre un blé ensuite derrière. Ça annule tout l'effet de la rotation, de la monoculture. On sort du riz en semant un colza à la volée dans le riz, associé à une luzerne. Et du coup, ça nous évite de tout travail du sol et le colza se développe pendant l'hiver, après la moisson du riz. Ensuite, on récolte ça, la luzerne est censée pousser pendant l'été. Et ensuite, on repart sur du blé après l'été. D'accord. Et on peut enchaîner, comme si la luzerne est efficace, qui fait un bon couvert permanent, on peut enchaîner deux blés facilement, voire 3 si on a de la chance. Ok. Et ensuite repartir. Et repartir sur du riz. Comme ça permet de limiter tout le stock de mauvaises herbes du riz, de détruire dans le sec, les herbes du riz ne vont pas pousser. Et à l'inverse, avec de l'eau, les mauvaises herbes du blé ne vont pas se développer. Mais pour ça, il faut d'abord que les terres soient un peu reformées, améliorées, que la pente soit là. Donc, j'ai pas toutes mes parcelles qui sont... Comme je suis en conversion, quand toutes mes parcelles ne peuvent pas avoir ceci. Donc, j'ai juste mes hectares de riz qui passent petit à petit. Après, dès qu'ils passent en culture sèche, on pourra après adapter à une double culture. C'est vrai que c'est une carpe à franchir. Au début, bon, il y a la transition à faire qui n'est pas évidente forcément. Mais je vois, là, ça fait la 3e année et je trouve ça intéressant. Ouais. L'idée, c'est d'essayer d'appréhender les techniques de semi-direct pour corriger ce qui ne va pas, essayer de comprendre un peu le mécanisme, le fonctionnement, sachant que les années les plus complexes et les plus compliquées, c'est les premières années, les années où on rentre dans la technique. Et petit à petit, on a espoir que la fertilité du sol et la vie du sol puissent prendre le relais finalement du travail qu'on ne réalise plus. Moi, je ne connaissais pas du tout ces techniques de travail. Et je sors de rotation riz sur riz depuis 15 ans. Ici, c'est des terres très hydromorphes, on a du mal à drainer l'eau. Et donc, j'étais jamais arrivé à faire de culture sèche, je faisais que du riz. Et là, le fait de pouvoir passer en agriculture de conservation en mettant des couverts et tout, on voit qu'on peut arriver à passer sur des cultures sèches et pour nous, c'est un intérêt pour pouvoir sortir du riz, quoi. Alors ici, c'était pour sortir du riz, on était passé par du colza semé à l'hélicoptère vers la moisson qu'on avait récolté, ce qui a permis de faire la transition entre culture rizière et culture sèche. Donc après il y a eu du blé, et là on est sur la 2e année de blé, et on a essayé de semer du soja après la moisson, donc qui a été semé en direct juste après la moisson, et on a arrosé pour faire lever le soja. Et on voit que là c'est assez joli, là, donc peut-être sûrement pouvoir le récolter. Donc ça c'est quelque chose à étudier aussi. Ouais. Après il faut faire attention aux endroits où l'eau reste, il faut vraiment travailler sur l'arrosage. Et là, on n'irrigue absolument pas la luzerne, sauf vraiment année catastrophique, sécheresse intense. Sur des jeunes. Mais sinon, là, c'est une luzerne, tous les 28 jours, elle est coupée. Et on fait 7 coupes sur une année, de début avril jusqu'à octobre. Là, dans le coin, là, ils sont plutôt sur 5-6 coupes 5-6 coupes. 7 coupes, c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire, mais on n'y va pas en général. Parce qu'en général, ce qu'on fait, on fait plutôt 6 coupes. Et la dernière, on la laisse au sol. Ouais. Il faut quand même nourrir le sol, parce que plutôt que d'exporter absolument. Donc pour le moment, on a fait sur cette partie ici qui est conventionnelle parce qu'il y a quand même la problématique de détruire les couverts avant d'implanter la culture.
Donc là, en biologique, ça c'est pas trop encore au point. Et après, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rajouter aussi l'élevage dans la rotation avec les couverts végétaux. Donc pour nous c'est intéressant parce que ça nous fait toujours des engrais verts, il y a toujours de l'herbe, il y a toujours. Donc pour l'élevage aussi ça pourrait être intéressant. Mais je pense qu'il faudrait aussi sur ces étages hauts qu'on travaille sur tout ce qui est maraîchage de plein champ, hein, ça me semble essentiel. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs pratiquent ou louent des terres à des maraîchers spécialisés sur des cultures de plein champ, hein, principalement melons et tomates industrielles. Et je pense qu'il faudrait vraiment travailler sur l'intégration dans des systèmes d'agriculture de conservation pour qu'il n'y ait pas cette rupture, qu'on ne perde pas tout le capital accumulé au cours des pratiques d'agriculture de conservation précédentes lorsque l'on veut faire un cycle de maraîchage, hein, qui sont économiquement des cultures très attractives, quoi. Donc les questions qu'on se pose un petit peu quand même, c'est aussi l'avenir de ces cultures basses, enfin de ces parcelles basses, puisqu'à force de faire de la monoculture de riz, on a des problèmes de désherbage. Et puis là, de plus en plus, notamment cette année, on a aussi des remontées de sel qui sont assez fortes, et qui empêchent même de faire de la culture de riz. Comme on voit un petit peu sur cette parcelle-là, où on a un gradient de sel, on va dire de l'entrée d'eau qui est plutôt faible, et vers le fond, là-bas, où on voit que c'est plus doré, le gradient de sel monte et le riz a du mal à pousser. Dans ces étages les plus bas, c'est sûr que les problèmes sont plus compliqués et nécessitent de construire et d'aborder ces situations à l'échelle non plus de la parcelle ou de l'exploitation, mais à l'échelle de la maille hydraulique ou d'une situation topographique dans laquelle on devra réfléchir aux entrées et sorties d'eau de façon collective et organisée collégialement, quoi. Il faut commencer et c'est ce que cherche à faire le projet, hein, à trouver des solutions à l'échelle des parcelles et des exploitations pour pouvoir ensuite aller vers des problèmes plus complexes de gestion concertée de l'eau, de projection sur le futur en termes hydrauliques et hydrologiques, et puis de coexistence agriculture et conservation de la nature dans un territoire qui est somme toute assez étroit, quoi.